Je présenterai dans le cadre de ce webinaire notre méthodologie de co-création de jeux numériques à partir des objectifs de développement durable de l'ONU dans les cadres des projets AppVert, Interreg, Alcotra. Donc, nous avons eu différents ateliers avec différentes expériences différentes je présenterai aujourd'hui donc la méthodologie que nous avons suivie lors de ces différents ateliers. Alors, cette présentation a été d'abord préparée dans notre laboratoire LIN. Laboratoire LIN, c'est laboratoire d'innovation numérique pour l'éducation, qui est installé en fait dans le locaux de l'INSPE Nice Stéphane Légiard. Et cette présentation a été préparée en collaboration avec ma collègue, la professeure Margarida Romero, professeure en sciences de l'éducation, directrice du laboratoire LIN. Et moi-même, Maher Souma, donc chercheur postdoctorant en sciences de l'information et de la communication, en sens large, mais dans ces contextes précis sur tout ce qui est numérique éducatif. Alors, cette présentation va s'articuler autour de 4 points suivants. Nous avons tout d'abord commencé par un retour sur l'apprentissage par le jeu, c'est une bonne idée. Par la suite, nous allons présenter la méthode de conception de jeu à partir d'un jeu de cartes que nous avons établi par nos soins au sein du laboratoire DIN, un tapis de jeu aussi que nous avons préparé nous-mêmes et à la base des objectifs de développement durable de l'ONU. Mon troisième point, nous aurons une petite introduction à Scratch, la création de comptes, la lecture collaborative du code et aussi la co-création du jeu numérique à partir de cet outil Scratch. Nous terminerons cette présentation par quelques exemples de jeux créés par le jeune lors de nos différents ateliers que nous avons organisés avec Sarah Égypte Fupan, donc comme elle a dit, dans les collèges, lycées, mais aussi dans des centres de formation d'apprentis. Alors, le jeu et l'apprentissage par le jeu a toujours été considéré comme un des mécanismes d'apprentissage pour découvrir le monde de la petite enfance. C'est dans les cadres des règles d'un jeu où les enfants développent des pratiques inactives dans lesquelles ils font une découverte de leur environnement et développer aussi des apprentissages. Alors, si certains univers ou certains jeux permettent juste de se confronter à un univers existant, préétabli, d'autres univers ou d'autres jeux permettent de co-créer l'environnement de jeu avec un apprentissage engageant dans des processus créatifs. Alors, parmi les pratiques, ou parmi ces différentes pratiques, nous focaliserons donc notre attention dans les cadres de ce webinaire sur la co-création de jeux comme activité d'apprentissage par les élèves et nous allons aborder les mécaniques de jeu et les mécaniques d'apprentissage. Alors, de façon générale, notre démarche et notre méthodologie, elle est plutôt adaptative et évolutive. Évolutive et adaptative en fonction du public que nous avons en face et en fonction des besoins d'apprentissage et des éléments émergents. Pourquoi adaptative et évolutive? Parce que nous nous sommes rendus compte aussi que nous ne nous adressons pas de la même manière aux collégiens comme aux lycéens ou encore aux apprentis. Donc, chaque public est différent. C'est une démarche qui permet d'engager et d'impliquer les élèves. Et pour cela, donc, il est important de s'adapter à ces élèves et de partir de leurs connaissances préalables. Alors, d'une façon générale, l'apprentissage par le jeu passe par les 6 étapes suivantes. Donc, la première étape consiste à définir les objectifs d'apprentissage. Pourquoi ou qu'est-ce qu'on veut atteindre comme connaissance à partir ou comme apprentissage à partir de ce jeu.
Donc, il est important de définir les objectifs préalablement pour pouvoir après vérifier si on a atteint ces objectifs ou pas, ou si on a atteint partiellement ces objectifs ou totalement. Donc, il est important de fixer ou d'identifier ses besoins d'apprentissage et ses objectifs d'apprentissage. La deuxième étape consiste à analyser les besoins centrés sur l'apprenant. Donc, contrairement à la première étape qui est d'une façon globale et générale, le deuxième point consiste à mieux connaître l'apprenant, ses besoins, afin de personnaliser le mode d'apprentissage et le mode de jeu. Alors, il est important que chacun puisse s'y retrouver, parce que c'est quand même l'apprentissage par le jeu, il est conçu pour que ça développe un certain nombre de compétences comme le travail collaboratif, donc il est important de s'intégrer dans un groupe, mais aussi pour certains élèves, nous avons eu quelques exemples aussi lors de nos ateliers, préfèrent travailler de façon individuelle. Pour nous, donc, l'idéal, c'est que vraiment qu'ils s'intègrent dans des groupes, etc. Mais par expérience, nous avons vu aussi que individuellement, ils sont capables de produire des prototypes de grande qualité. Donc, analyser les besoins centrés sur l'apprenant, c'est une étape importante dans les cadres d'apprentissage par le jeu. La troisième étape consiste à définir les modalités de jeu, comme la quatrième étape aussi, les règles de jeu, afin de savoir comment on avance dans le jeu, qu'est-ce qu'on peut réaliser à partir en jouant, quelles sont les connaissances qu'on peut atteindre, est-ce que c'est un jeu plutôt des découvertes, est-ce que c'est un jeu de partage, par exemple, de socialisation, des relations, etc. Donc, il faudra définir quelles sont les règles à mettre en place dans le jeu. La cinquième étape consiste à l'évaluation des apprentissages et faire des rétroactions. Alors, l'évaluation des apprentissages, ça pourrait se faire de deux manières différentes. La première, c'est de voir ou d'évaluer la démarche suivie lors de l'apprentissage par le jeu. C'est-à-dire comment les groupes ou les équipes d'élèves, ils ont fait, quelles démarches ont suivi pour, par exemple, lors de co-création de jeux, pour créer leur jeu. Ça, c'est la première manière. Deuxième manière, c'est d'évaluer les résultats. Concrètement, est-ce que à partir de la démarche qu'ils ont suivie, est-ce que le produit qu'ils ont co-créé ensemble, est-ce que c'est un produit de qualité? Est-ce que c'est un produit vraiment qui permet d'atteindre partiellement certaines connaissances? Donc, la qualité des produits au prototype réalisé, elle est importante dans les cadres d'évaluation. La sixième et dernière étape consiste à donner des expériences de jeu et d'apprentissage et de les raconter d'une manière à ce que tout le monde puisse donc profiter des différentes expériences des différents groupes. Donc, ce sont les expériences de jeu et les expériences d'apprentissage, et ça se passe par ce qu'on appelle aussi des storytelling, c'est de raconter une histoire par rapport à la démarche suivie et par rapport à toute l'étape de création ou de co-création de jeu. Pour les étapes suivantes, donc je vais faire une petite présentation de notre laboratoire, laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation. Ensuite, je vais passer à l'apprentissage par le jeu, qui est une idée très ancienne d'ailleurs. Troisième étape, l'apprentissage par la création de jeux. La différence, c'est que l'apprentissage par le jeu, donc on a un jeu qui nous permet d'acquérir des nouvelles connaissances. L'apprentissage par la création de jeux, c'est qu'on apprend en créant nous-mêmes nos propres jeux. Et la dernière étape, c'est la mécanique, les différentes mécaniques d'apprentissage par le jeu. Alors, notre laboratoire, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc il est adossé donc à l'INSP Nice, au campus Stéphane Léjart. Je vous présente ici une petite photo des quelques membres de notre équipe. Donc l'équipe n'est pas au complet dans cette photo, mais juste pour vous donner un aperçu.
Alors, notre laboratoire aussi, c'est un laboratoire qui a fait un certain nombre de productions scientifiques dans des revues avec comité de sélection. Nous citons actuellement donc 27 articles de revues, 2 livres, comme vous pouvez le voir dans les slides, dans la diapositive donc, que vous avez. Dans les jeux numériques, le livre Un jeu numérique et apprentissage que je vous recommande. Et si vous passez dans nos locaux, donc à Saint-Léger, nous pouvons aussi vous donner un exemplaire de ces livres qui est vraiment très très intéressant à mes yeux pour en fait aller plus loin dans tout ce qui est apprentissage par le jeu avec un public jeune. Ça, c'est un aperçu aussi de l'ESP de Nice. Alors, maintenant, nous passons à l'éducation au développement durable, qui est le sujet, qui est le thème de ce partenariat entre le GIP-FUPON et notre laboratoire. Le développement durable, pourquoi? Parce que aussi l'apprentissage par le jeu dans ces cadres, il s'agit d'une conception transformatrice de l'éducation à l'environnement et au développement durable, afin à la fois de dépasser le fatalisme et favoriser donc l'engagement de la jeunesse dans l'action citoyenne face à la crise environnementale actuelle. Donc, la jeunesse d'aujourd'hui, ce sont les acteurs de demain. Il est important aussi que soient formés, sensibilisés aux actions nécessaires pour notre planète. Le deuxième point consiste à mobiliser donc cette jeunesse aux actions environnementales en tenant compte de leur identité d'abord, de leur projet personnel et en reliant davantage l'enseignement aux lieux et aux territoires qu'ils habitent en allant vers plus de justice sociale et environnementale. Donc, troisième point consiste à engager les élèves comme étant des acteurs critiques et créatifs face aux enjeux de leur territoire, et ce qui permet de dépasser la posture donc passive de jeunes et les intégrer comme des co-créateurs de solutions. Et donc, l'apprentissage par le jeu que nous avons expérimenté dans le cadre de ce projet rentre parfaitement sur ce point-là. Il existe 5 types d'usages du numérique éducatif selon l'engagement créatif de l'apprenant. Donc, du modèle passif jusqu'au modèle participatif. Nous avons d'abord, en première étape, une consommation plutôt passive de la part des apprenants, qui évolue vers une consommation interactive quand l'apprenant essaie d'interagir avec les contenus qu'il consomme, et ce qui permet de développer chez lui donc un certain nombre de connaissances nouvelles et que les amène à la création de contenu par lui-même. Donc, cette création de contenu va discuter, va échanger avec d'autres membres, ce qui lui permet de co-créer du contenu avec d'autres membres dans le cadre du groupe, comme nous avons vu dans nos ateliers, ou dans des projets avec des collaborateurs différents. Et la dernière étape consiste à la co-création participative des connaissances ou d'artefacts, et en l'occurrence, aujourd'hui, c'est la co-création de jeux numériques. Il existe plusieurs modèles, plusieurs outils de création de jeux numériques. Et nous avons utilisé donc l'outil Scratch, qui est un outil plutôt connu par les élèves et par leurs profs. Donc, l'idée, c'est de partir de leurs connaissances de base pour créer des choses nouvelles. Alors, apprendre par le jeu. Il faut dire que l'apprentissage par le jeu n'est pas quelque chose de nouveau, c'est plutôt une idée très ancienne, et moi je dirais plutôt une idée très ancienne, mais à succès renouvelé. Parce que, voilà, donc le principe de jeu et d'apprentissage par le jeu, donc ça existe depuis la nuit des temps, mais aujourd'hui c'est renouvelé en fonction des outils qui apparaissent et auxquels les élèves et la jeune génération sont familiarisés. Donc, les outils numériques peuvent vraiment contribuer au développement de nouvelles connaissances et à l'apprentissage
de jeu. Alors, c'est aussi l'apprentissage par le jeu qui est même encouragé par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Nous voyons dans la diapositive, donc, par exemple, le projet de Crétaville, qui est un projet expérimental présenté aux Rencontres de l'Orme en 2018, et dont le ministère encourage fortement. Aussi, donc, tout ce qui est lié à l'apprentissage et au développement des connaissances des objectifs globaux de développement durable de l'ONU, autrement dit aussi les ODD, c'est quelque chose aussi qui est fortement encouragé par le ministère de l'Éducation nationale. Et d'ailleurs, comme vous le voyez aussi, en novembre 2019, donc, Jean-Michel Blanquer, donc, il a inauguré un ensemble, un espace avec Yann Arthus Bertrand, qui est photographe et président de la Fondation Good Planet, pour en fait développer des posters qui permettent de récapituler donc ces objectifs de développement durable de l'ONU et développer les connaissances de ces ODD par les posters, par l'art et aussi par le jeu. Alors, les jeux numériques comme stratégie pédagogique pourraient être donc résumés selon les 4 points suivants. D'abord, c'est une expérience positive d'apprentissage, mais aussi c'est un apprentissage actif centré sur l'apprenant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il est important de partir des connaissances préalables des apprenants pour développer donc des projets à partir de leurs connaissances, de ces connaissances. Alors, il faut d'abord avoir un minimum de connaissances de ces apprenants pour pouvoir aussi partir de leurs idées. Donc, un échange avec les élèves, ce que nous avons fait aussi lors de nos différents ateliers, nous avons toujours commencé par un premier échange avec les élèves afin de connaître leurs connaissances préalables, mais aussi afin de voir des idées qui émergent par eux-mêmes. Donc, troisième point consiste à développer la zone proximale de développement, qui est un concept développé par Vygotsky et qui consiste comme un développement précoce chez les enfants. Alors, la zone proximale de développement aussi se situe entre la zone d'autonomie chez les apprenants, ou chez les élèves ou les enfants, et la zone de rupture. C'est-à-dire qu'elle se définit comme la zone où l'élève, à l'aide des ressources extérieures, se définit comme où il pense qu'il est capable d'exécuter une tâche. Une tâche qui s'inscrit dans cette zone proximale de développement où l'élève, en apprentissage, donc s'immobilise et il se sent en défi de réaliser cette tâche. Alors, il existe donc deux intentions différentes, mais aussi complémentaires lors de l'apprentissage par le jeu, à savoir donc les intentions ludiques, mais aussi les intentions pédagogiques. Donc, nous avons vécu avec les enfants, avec les élèves, donc nous avons vu plusieurs expériences différentes. On va les montrer plus en détail tout à l'heure. Pédagogique, avec une première étape d'intégration du jeu, à partir donc des réflexions libres, ou aussi avec des règles prédéfinies de jeu, et donner un aspect sérieux et éducatif à la fois à la phase d'apprentissage. Donc, une intention ludique avec une intégration ou une intention pédagogique avec une intégration d'un jeu, ça permet d'avoir une expérience différente, plutôt quatre expériences différentes. Alors, on peut avoir donc à la fin une expérience ludique ou un apprentissage, ou les deux à la fois. Donc, on peut avoir quatre cas de figure différentes. La première consiste à avoir des apprenants qui sont amusés, mais à la fin, ils n'ont rien appris.
ou le contraire, donc on a des apprenants qui ont appris de nouvelles connaissances, mais ils ont trouvé que le jeu n'a pas été assez ludique. On trouve aussi un troisième cas de figure où l'apprenant, il n'a pas aimé les jeux, mais aussi il n'a rien appris. Ou l'idéal, c'est d'avoir des apprenants qui ont acquis de nouvelles connaissances, donc la phase d'apprentissage a été acquise, et en même temps, ils se sont amusés. Donc, ils ont trouvé que l'expérience est aussi ludique. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal. Et nous, c'est l'ensemble des ateliers, on a eu presque la moitié qui s'inscrivent dans ces cas de figure. Alors, la co-création de jeux avec Scratch. Alors, pourquoi Scratch? Parce que nous avons trouvé que les élèves sont plutôt à l'aise, la plupart, avec l'outil Scratch, mais aussi que le prof peut contribuer. Parce que c'est vrai que ces ateliers, ils étaient vraiment plutôt destinés pour les jeunes, pour les élèves, les collégiens, les lycéens et les apprentis, mais aussi où les profs pouvaient contribuer. Et donc, nous avons vu aussi que les ateliers où il y avait les profs qui étaient vraiment impliqués dans les activités, nous avons obtenu des très bons résultats. Alors, Scratch, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un outil de programmation visuelle. On a accès à des projets existants. Donc, l'apprenant ou celui qui accède à Scratch pourrait soit créer ses propres jeux de A à Z, sinon aussi de faire ce qu'on appelle la rétro-ingénierie et reprendre des travaux existants et d'essayer de les modifier, les développer et de les personnaliser en fonction de son besoin. Alors, dans ces cas de figure, c'est ce qu'on appelle aussi du remix dans les jargons de Scratch. C'est de se servir de ce qu'ils ont fait les autres. Et ça ne s'appelle pas comme ce qu'on a l'habitude de l'appeler des copier-coller, mais c'est plutôt une démarche qui est plutôt encouragée pour surtout les débutants afin de ne pas bloquer face à l'outil, mais plutôt de se servir des avancées des autres pour pouvoir avancer aussi. Donc, il existe plusieurs liens qui permettent d'aller plus loin et de mieux les prendre à la main et de mieux maîtriser l'outil. Nous avons mis en place deux liens, mais aussi vous avez plusieurs tutoriels qui permettent de vous initier donc à cet outil. Comme je l'ai expliqué au départ, nous avons donc élaboré un jeu de cartes dans notre laboratoire que nous l'avons expérimenté dans les cadres de ces ateliers. Donc l'idée c'est que on puisse aider les élèves, les jeunes, à choisir des objectifs de développement durable qui leur parlent le plus, où ils se sentent à l'aise pour apporter, pour discuter, pour définir une problématique à partir de cet objectif et d'essayer de proposer une solution par rapport à ces problématiques-là. Donc, notre jeu de cartes se compose de 5 familles différentes. Là, je vous montre la première famille qui consiste à la famille des objectifs, aux différents objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, l'idée, c'est que en montrant les différents objectifs de développement durable de l'ONU aux élèves dans chaque atelier, ils vont se répartir en fonction des objectifs affichés. Donc, par exemple, si on met la carte bonne santé et bien-être, on va demander aux élèves qui sont intéressés par cet objectif d'aller se regrouper ensemble, tout en sachant que chaque groupe ne doit pas dépasser 5 élèves afin de pouvoir travailler sur le maximum possible des objectifs. Donc, ça, c'est la première étape. Choisir l'objectif qui permet de choisir un groupe. Du moment où le groupe est constitué, on passe à la deuxième famille de cartes, qui sont les axes prioritaires du développement durable fixés par les ministères de l'Éducation nationale et de la jeunesse, et qui permettent aussi de choisir une carte en cohérence avec l'objectif choisi au départ.
Donc l'idée, c'est que à chaque fois, pour chaque famille de cartes, comme je dis, nous avons établi 5 familles de cartes différentes. Donc, à partir du premier choix de l'objectif, deuxième, c'est les axes du ministère. Ensuite, nous avons aussi une famille de ressources, les ressources inspirantes, ce qu'on appelle aussi, soit ressources humaines, qui consistent, par exemple, dans les collègues, les parents et familles, les enseignants, les élus, etc. Donc, ce sont les personnes qui peuvent aider à sensibiliser donc la jeune génération sur les questions environnementales. Mais aussi tout ce qui est ressources financières, les financements ou encore les sociofinancements qui permettent voilà, de voir les ressources financières nécessaires pour mener à bien donc, un projet de développement durable. Donc ça, c'est la troisième famille. La quatrième famille, ce sont les valeurs un peu universelles qui permettent de mieux réussir donc, un projet de développement durable, comme par exemple l'entraide, l'égalité ou encore les valeurs comme la liberté, etc. Donc, ce sont des valeurs qui permettent à chaque fois, en fonction de l'objectif choisi par les élèves, d'avoir une valeur qui est cohérente avec leur choix de l'objectif de l'ODD. Donc, la cinquième et dernière étape consiste à choisir une carte de la famille mécanique des jeux. Cela permettra aux élèves d'expliquer comment fonctionne leur jeu qu'ils vont créer. Donc, l'idée, c'est de montrer, d'expliquer aux autres personnes qui vont utiliser ces jeux, de savoir comment on progresse, comment on évolue dans ce jeu, comment on peut avancer et quelles sont les contraintes, les obstacles à éviter. Donc, c'est un peu d'expliquer de quelle manière on peut jouer sur ce jeu-là. Alors, aussi pour donc, mener à bien ces jeux de cartes, donc nous avons développé un tapis de jeu, ce qu'on appelle aussi un gabarit ou aussi un plateau de jeu, qui permet à chaque fois, à chaque groupe d'élèves, de sélectionner, une fois qu'ils ont sélectionné leur carte, ils vont la coller dans l'endroit précis et à chaque fois aussi, ils vont expliquer pourquoi ils ont choisi cette carte, ils vont argumenter leur choix et ils vont dire en quoi ces choix il est important ou en quoi cet objectif, par exemple, il est important pour eux. Donc l'idée, c'est que l'idée de cet apprentissage par jeu de cartes, c'est d'amener ou d'accompagner les élèves à mieux structurer leurs pensées, leurs choix et les argumenter à chaque fois et en même temps de voir une histoire qui se dessine. Donc à la fin de la science, une fois toutes les cases sont remplies et tous les choix sont faits, les élèves vont essayer de faire les liens entre les différents choix et à partir de là, donc il y a une histoire qui se dessine et c'est très important aussi pour les élèves. Ça les aide aussi à structurer donc la présentation à la fin de l'atelier. Alors ça, c'est la première partie donc, des tapis de jeu. La deuxième partie consiste aussi à imaginer les différents scénarios de jeu qui va être créé. Donc ça aide à la conception et à la scénarisation des différentes étapes d'avancement dans le jeu. Donc à chaque fois, les élèves vont essayer d'imaginer les différents scénarios. La première scène à apparaître, deuxième, troisième, quatrième s'il existe, etc. Et en même temps, vont essayer de documenter chaque scène afin qu'une personne lambda, externe, qui va accéder donc à cette conception, à cette table de jeu, puisse comprendre aussi qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils veulent faire à partir des scénarios qu'ils ont imaginés. Alors, je vous montre dans ces diapositives donc un certain nombre d'exemples créés par les élèves. Franchement, je peux vous dire que et témoigner de la grande qualité des travaux réalisés par les élèves et dans les différents établissements, hein, donc y compris dans les collèges. Franchement,
ça nous a vraiment agréablement surpris d'avoir autant de maturité et autant d'implication et d'engagement de la part de ce jeune sur les questions environnementales. Et cela se traduit aussi par les travaux réalisés et la qualité de ce travail. Donc, comme vous voyez, ça c'est un exemple d'un projet d'un prototype assez particulier où nous avons demandé aux élèves que, à partir de la conception qu'ils ont fait sur les tapis de jeu, de créer un prototype sur Scratch. Donc là, c'est un exemple vraiment récent et nous avons terminé hier au lycée Léonard de Vinci à Antibes, où un groupe d'élèves s'est vraiment particulièrement démarqué par rapport aux autres et ils ont créé 3 interfaces différentes de Scratch et une quatrième avec l'outil ou le langage de programmation Python. Donc, ça dépasse largement l'objectif que nous nous sommes fixés au départ. Nous avons demandé juste une interface et un prototype sur Scratch. Ils nous ont produit 3 prototypes différents et avec un 4e prototype complémentaire. Donc, et avec une qualité, vraiment un jeu qui fonctionne très bien et les différentes, avec un lien aussi entre les différentes interfaces qui sont d'ailleurs des interfaces complémentaires. Alors, ces mêmes groupes, nous pouvons voir aussi qu'ils se sont basés sur les tapis de jeu ou le plateau de jeu que nous avons fourni donc, à ces groupes où ils ont conçu leur jeu sur papier et à partir de cette conception, ils l'ont traduit en jeu numérique sur l'outil Scratch. Donc, vous voyez très bien sur les diapositives le choix qui a été fait par ce groupe des différentes cartes, les 5 familles de cartes différentes, et à chaque fois une explication et une argumentation de chaque carte. Et aussi dans la 2e page, on voit bien aussi les différents scénarios qui ont été imaginés par ces groupes d'élèves et l'explication au-dessous de chaque scène. Alors, ça c'est un exemple très concret et très récent, ça date d'hier. Ça aussi, une petite capture d'écran de l'avancement des quelques lignes de programmation en Python d'un élève qui est vraiment très doué en tout ce qui est programmation. À son âge déjà et à son niveau, il a produit donc des résultats remarquables. Alors, nous avons un autre exemple aussi avec un groupe où il a imaginé donc une ville sans plantes, une ville qui est très polluée et ils ont essayé de travailler sur des solutions afin de planter des arbres dans les rues et essayer de réduire la pollution. Mais aussi, ils sont allés dans leur imagination à aussi nettoyer les océans et sauver des scientifiques qui existent sur l'île et qui sont restés donc piégés dans l'île. Alors, je ne sais pas si j'ai encore assez de temps, donc voilà, on fait signe que je peux encore continuer. Voilà, donc c'était un scénario ou une conception qui est vraiment qui tient un peu d'imaginaire, mais c'est des solutions vraiment aussi remarquables. Je reviens à l'apprentissage par le jeu. Donc je vous apprends pas de choses nouvelles là-dessus. Donc jouer est une manière d'explorer donc le monde, ses règles, mais aussi les micro-mondes pour les enfants. Ça permet aussi donc d'avoir une manière de se connaître pour soi-même au sein d'un système et au sein d'un certain nombre de règles. Donc, je peux témoigner de certaines expériences, que ce soit par les jeunes ou aussi avec des personnes moins jeunes, où au moment où l'apprenant il est en situation d'apprentissage par le jeu, parfois il se rend compte de certaines qualités chez lui qu'il les a pas vues avant. Mais aussi pour certains, il y a quand même un peu de frustration
chez certains adultes d'ailleurs, où ils découvrent que parfois ils arrivent à une situation ou une phase de panique face à un problème. Et là, on parle de aussi la tolérance à l'ambiguïté, donc c'est quelque chose aussi qu'on pourrait avoir un peu plus tard. Alors, si vous voulez, donc notre démarche d'apprentissage par le jeu, et en l'occurrence le jeu de cartes que nous avons développé, et qui permet aussi la co-création de jeux numériques sur Scratch, il a été pensé pour répondre à deux objectifs apparents. Comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est la sensibilisation aux ODD, les objectifs de développement durable de l'ONU, mais aussi des objectifs non apparents. En l'occurrence, je peux vous citer donc deux exemples précis. Le premier, c'est en fait de pouvoir travailler selon la méthode design thinking. C'est-à-dire que les élèves vont passer selon quatre phases différentes. La première phase consiste à développer l'empathie chez les élèves, de se mettre à la place d'eux, d'être acteur, etc. La deuxième phase consiste à donc définir les besoins qui permettent, qui vont être atteints par le projet, par la co-création qu'ils vont faire. La troisième phase consiste à développer des prototypes par eux-mêmes. Et la quatrième consiste à évaluer ces prototypes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a bien fonctionné lors de notre expérimentation et dans les différents ateliers que nous avons organisés dans ces cas. La deuxième, ça consiste aussi de développer chez les apprenants, chez les jeunes, des compétences qui sont attendues au XXIe siècle. En l'occurrence, donc la pensée critique, les qualités ou aptitudes comme la collaboration, ou aussi la résolution de problèmes, la créativité et développer la pensée critique et informatique chez les apprenants. Donc, ce sont plutôt des attitudes qui sont fortement demandées aujourd'hui et que ces jeunes qui vont être les acteurs de demain et qui sont les professionnels dans un futur proche aussi, vont développer. Alors, d'autres attitudes aussi, comme la tolérance à l'ambiguïté, la prise de risque, la persévérance. Nous avons vu différentes expériences et à chaque fois, donc, les groupes développent de manière différente dans leur processus de co-création des jeux. Alors, nous avons eu des groupes voilà, donc, qui n'ont pas accepté d'avoir des ambiguïtés dans leur processus de co-création. Ils ont un peu rapidement donc lâché l'affaire et ne voulaient pas continuer. Donc d'autres, ils ont plutôt pris de risques. Ils ont imaginé des choses, des solutions un peu imaginaires. Et en même temps, donc, ça les a permis de faire ce qu'on appelle aussi de l'innovation. Donc, ils ont pris de risques et ils sont allés un peu plus loin que ce qui a été demandé. D'autres, au contraire, ils sont restés fidèles au processus qu'ils ont pensé au départ, et ils ont fait preuve de persévérance pour aller jusqu'au bout de la co-création, jusqu'au bout du prototype et atteindre les objectifs de départ. Donc, ce sont des attitudes clés dans les projets techno-créatifs. Et au jour d'aujourd'hui, il ne suffit pas d'être compétent, notamment avec les savoirs et savoir-faire, pour réussir, mais plutôt il faut développer donc une attitude co-créative qui reprend les différents éléments que je viens d'évoquer à l'instant. Donc, ce qu'on retient de tout ça, c'est qu'il faut dépasser donc la focalisation sur les compétences numériques pour travailler davantage sur les aptitudes en lien avec ces compétences. Donc, je vous conseille pour cela donc l'ouvrage de ma collègue Margareta Romero et d'autres collègues aussi, l'ouvrage qui s'intitule donc l'usage créatif du numérique.
Alors, jeu actif versus donc jeu constructif. Si vous voulez, donc il y a plusieurs manières donc d'évoquer donc l'apprentissage par le jeu. Certains jeux permettent de développer donc ou de permettre aux apprenants d'être actifs dans les cadres de jeu, mais d'autres aussi permettent de développer un esprit constructif aussi par la création, comme l'exemple, je les cite aussi ici, de projets Smart City, où les apprenants vont essayer d'imaginer et de créer eux-mêmes des villes avec des idées qui vont essayer d'imaginer eux-mêmes et comment ils imaginent donc la ville ou les villes de demain. Alors, il existe plusieurs modalités différentes d'intégration de jeux numériques en éducation. La première consiste à l'utilisation d'un jeu sérieux éducatif, ce qu'on appelle aussi par abréviation JSE. L'exemple de jeu Forestia, par exemple, ou les cafés de Matador, pardon, et qui consiste en fait à avoir des jeux qui sont conçus pour donner un support à des apprentissages de manière explicite. On a la deuxième modalité qui consiste à détourner pédagogiquement donc un jeu numérique qui n'était pas conçu au départ avec une intention éducative. Donc, on essaie d'utiliser un jeu dans le cadre d'un apprentissage éducatif. Donc, nous avons l'exemple de Minecraft ou encore Angry Birds. Et l'idée consiste à avoir donc, de nombreuses ressources pouvant s'adapter aux objectifs, avec la possibilité d'engager des apprenants dans la sélection. La troisième modalité, c'est la création de jeux numériques comme stratégie d'apprentissage et cela se colle bien avec ce que nous avons fait dans les cadres de ces ateliers, c'est d'amener les jeunes ou les apprenants à apprendre ou acquérir de nouvelles connaissances par la création de jeux qui émanent d'eux-mêmes. Donc c'est la création de jeux par les apprenants, la modélisation donc des connaissances complexes comme la pensée informatique en l'occurrence, et les outils de programmation visuelle comme Scratch ou encore GameSalad. Les jeux sérieux éducatifs donc, sont considérés comme des dispositifs numériques avec des intentions à la fois ludiques mais aussi pédagogiques. Alors, les jeux donc sérieux éducatifs visent à la fois donc des objectifs d'apprentissage, mais aussi par le biais d'une expérience ludique. Donc on peut avoir, comme montre le schéma donc, que vous avez dans le diapositive, d'avoir à la fois une expérience ludique, mais aussi une expérience d'apprentissage qui sont donc des expériences variables d'un apprenant à un autre. Donc, comme le montre donc la diapositive, le premier apprenant se déclare comme quelqu'un qui ne s'est pas amusé et qui en même temps rien appris. Le deuxième cas de figure, c'est d'avoir quelqu'un qui s'est amusé mais qui n'a rien appris. Le troisième cas, c'est d'avoir quelqu'un qui ne s'est pas amusé mais qui a appris de nouvelles connaissances. Et le quatrième exemple, et ça c'est l'idéal, en tout cas pour les enseignants et pour nous aussi dans le cadre de cette expérimentation, de ce projet, c'est d'avoir des apprenants qui sont amusés et qui ont donc acquis de nouvelles connaissances et où l'expérience d'apprentissage a été atteinte. Il y a différentes étapes, l'expérience de jeu, la jouabilité, l'histoire qu'il peut avoir un apprenant à partir de cette expérience d'apprentissage par le jeu et les connaissances acquises. Donc, ces composantes donc, pourront être donc, personnalisées. On peut avoir en fonction d'un certain nombre d'éléments. Donc, le premier élément, c'est les différentes mécaniques de jeu. Ce jeu, il a consisté en quoi? C'est un jeu de découverte, c'est un jeu de rôle, c'est un jeu, par exemple, de relation, c'est un jeu de socialisation. Donc, ce sont les mécaniques de jeu
qui peuvent déterminer aussi la finalité d'apprentissage. On a aussi l'univers de jeu. Quel univers? Est-ce que c'est le développement d'un projet ou d'un jeu numérique dans les cadres d'une ville ou d'une maison, ou plutôt à l'échelle nationale, ou par exemple dans les océans, comme nous avons vu pas mal d'exemples. Il y a différentes mécaniques d'apprentissage et aussi en fonction des différentes thématiques. En l'occurrence, aujourd'hui, dans les cadres de ces projets, nous avons travaillé sur les objectifs de développement durable, mais aussi, vous l'avez bien compris, donc c'est une démarche qui s'applique aussi, qui s'adapte à d'autres thématiques. Donc l'idée, c'est que à la fois, c'est d'amener ou d'accompagner les apprenants à acquérir de nouvelles connaissances et en même temps aussi différemment. Donc les apprenants d'aujourd'hui, ils veulent vivre des expériences différentes, ils veulent apprendre différemment. C'est un peu ce qu'on appelle aussi la méthode de chocolat sur le brocoli, ou encore la méthode des gâteaux à la carotte. Alors, la personnalisation des mécaniques d'apprentissage, qui est un concept développé par Colavier en 2006. Donc, on peut avoir différentes mécaniques. Là, en l'occurrence, on a 3 exemples différents. Le premier, c'est l'accomplissement, c'est-à-dire l'avancement, la progression, le pouvoir, l'accumulation ou les statuts du niveau dans lequel l'apprenant pourrait arriver dans le jeu. Les différentes mécaniques, est-ce qu'il s'agit de décompte, d'optimisation ou encore d'analyse? Est-ce que c'est une compétition pour défier les autres, pour la provocation ou pour la domination? La deuxième mécanique, c'est l'approche sociale. Est-ce que c'est un jeu de socialisation, comme j'ai dit tout à l'heure, qui permet d'avoir des discussions occasionnelles, d'aider les autres, ou de se faire des amis, par exemple? Est-ce que c'est des relationnels qui permet à la fois à titre personnel, confidentiel, ou de solliciter ou offrir du support aux autres? Est-ce que ça permet de développer la collaboration, les regroupements, l'accomplissement du groupe, etc. Ou est-ce que plutôt de l'ordre de l'immersion, dans les cadres de la découverte, par exemple, ou l'exploration, ou de trouver des objets cachés? Est-ce que c'est des jeux de rôle à travers des contextes historiques, ou l'histoire des personnages, les différents rôles, ou encore de la fantasy? Donc, où est-ce qu'encore, et ça je termine là-dessus, c'est la personnalisation, notamment en lien avec l'apparence, les accessoires utilisés, les styles empruntés, ou les différentes palettes de couleurs. Juste je synthétise pour un titre de rappel. Développer la pensée informatique chez les apprenants, la résolution des problèmes, la collaboration entre les différents membres du groupe, la créativité et la pensée critique. Donc, je reviendrai là-dessus si jamais vous voulez qu'on détaille un point ou autre. Donc, je passerai rapidement sur ça. Alors, il y a 15 idées à retenir de l'apprentissage co-créatif et le numérique. Donc, la première idée, ce sont les aptitudes. Plutôt que les outils, nous, on encourage, d'ailleurs, c'est mentionné dans l'ouvrage que vous avez, la photo sur la diapositive, c'est de développer des attitudes, notamment la tolérance à l'ambiguïté, nous estimons qu'ils sont essentiels pour l'agir co-créatif et tout ce qui est collaboratif entre différents membres du groupe. La deuxième idée, c'est développer l'apprentissage comme activité contextuelle ou aussi thématique, comme en l'occurrence aujourd'hui pour les développements durables. Aussi, troisième idée, besoin de coprésence et l'attention partagée, comme l'empathie ou la socio-construction. Les sentiments d'auto-efficacité individuelle et collective, en fonction de l'accomplissement des différentes tâches de co-création de jeu. D'aimer apprendre, c'est des relations famille-école ou école-communauté.
Développer chez les jeunes ou les apprenants la curiosité comme mécanisme donc d'exploration et d'appréhension d'un contexte. La recherche n'a pas toujours la solution, donc il faut accepter aussi la complexité, donc une des problématiques. Dépasser l'attitude scientiste et anti-scientiste. On n'est pas en dualité entre les côtés scientistes et les côtés non scientistes, donc ce sont des expérimentations. Le besoin de développer donc une agentivité ou la co-créativité, l'agentivité qui est un concept aussi qui désigne, selon le psychologue américain Albert Bandura, la capacité des individus à être donc des agents actifs de leur propre vie, c'est-à-dire aussi exercer un contrôle et une régulation de leurs actes. Apprendre par le bricolage, par la fabrication physico-numérique, comme les espaces Maker Education. Co-créer des maquettes de villes dans le cadre du projet, par exemple, Smart City Maker. Passer aussi du modèle passif, modèle passif participatif, 5 niveaux selon l'engagement créatif de l'élève, avons vu tout à l'heure. Donc, de l'apprentissage du code à la programmation co-créative, avec notamment aussi la lecture collaborative des codes, comme l'exemple de projets qu'on peut trouver sur Scratch. Et la robotique procédurale, donc au défi co-créatif de robotique pédagogique. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette présentation. Donc avant de finir, je vous dis aussi que vous pouvez nous suivre sur Twitter, soit donc mon compte à moi, donc Maher, donc qui s'affiche, et ou ma collègue Margarida, ou encore le compte Twitter de l'autre laboratoire. Donc merci de votre attention et je me tiens à votre disposition pour vos différentes interrogations. Merci.